Merci de votre présence. Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. On vous reparle ce soir de ce trafic de papier et aide à l'entrée au séjour irrégulier au départ de l'aéroport de Pamandzi. Vous l'aurez compris, il s'agit de l'affaire des 2 adjoints de sécurité de la PAF arrêtés lundi, des hommes qui font partie d'un vaste réseau, mais la justice ne sait pas encore s'il s'agit des cerveaux de l'opération. L'orientation budgétaire à l'ordre du jour ce jeudi pour la 2e session plénière du Conseil départemental. La situation financière des 3 derniers exercices est bonne, se félicite le président de la collectivité. De bon augure pour le budget 2019 qui devrait permettre d'en faire un peu plus en matière d'investissement. Les langues maternelles, un patrimoine à préserver. Le message lancé aujourd'hui à Bambo-Ouest par l'association Chimé, défenseur de nos langues locales à l'occasion de la journée internationale de la langue maternelle. Et cette année, c'est à Bambo-Ouest que les festivités se dérouleront pendant 2 jours. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Elles sont 7 personnes mises en examen pour trafic de papier et aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée. En premier, les 2 adjoints de sécurité de la police aux frontières auditionnés hier au tribunal après avoir été placés en garde à vue lundi. Plus de précisions sur cette affaire avec Aurélien Février devant la caméra d'Atoumani Simba. Camille Miansoni, le procureur de la République, a tenu une conférence de presse ce jeudi pour revenir sur l'enquête en cours, une enquête qui a démarré suite à l'arrestation de multiples personnes à leur arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris fin 2018. Elles étaient toutes en possession de papiers d'identité qui n'étaient pas les leurs. Pourtant, elles ont réussi à embarquer dans les avions à partir de Mayotte. Une enquête est ouverte en interne du côté de la PAF de Mayotte en décembre 2018, entraînant un coup de filet en flagrant délit samedi 16 février à l'aéroport de Dzaoudzi qui débouche aujourd'hui sur la mise en examen de 7 personnes. Une 8e devrait l'être également dans les prochains jours, interpellée à Lyon. Elle est attendue prochainement à Mayotte. Parmi ces personnes, 3 d'entre elles ont été placées en détention provisoire où l'on retrouve les 2 adjoints de sécurité de la police aux frontières. Leur trafic ressemble à une véritable agence de voyage. On y retrouve par exemple un chargé de clientèle qui a pour mission d'un côté de démarcher des candidats au voyage, mais de l'autre côté de trouver également des personnes acceptant moyennant finance de louer leurs papiers d'identité. On connaît également le prix du voyage vers la métropole ou la Réunion qui est facturé entre 4 000 et 5 000 euros, sans compter le prix du billet. Le procureur avouera également que certains bénéficient même de réductions. L'enquête, elle, se poursuit et pourrait déboucher sur de nouvelles interpellations. Et vous venez de l'entendre, le dossier est en cours d'instruction et bien évidemment, toute la lumière sera faite sur cette affaire, précise le procureur de la République, Camille Miansoni, au micro d'Aurélien Février et Atoumani Simba. On sait à ce stade qu'il y a effectivement des personnes qui ont facilité le passage des aubettes pour que les personnes puissent avoir accès aux avions, ça nous le savons déjà. Mais évidemment, il faudra la confrontation, il faudra les investigations complémentaires pour préciser le rôle exact de chacun. Le rôle des agents de sécurité, ils avaient sûrement ce rôle de facilitateur au niveau des contrôles. Est-ce qu'on peut les imaginer également à la tête de ce réseau ? En tout cas, leur statut et leur travail au sein de l'aéroport a joué un rôle important pour la réalisation de ces activités délictuelles. On verra s'ils sont les initiateurs ou s'ils sont simplement des participants à un réseau qui aurait été imaginé et initié par d'autres. Je vous le disais en titre, ce matin au Conseil départemental s'est tenue une assemblée plénière avec un débat autour de l'orientation budgétaire. Débat avant le vote et échange sur le budget primitif. Un budget en bonne santé, semble-t-il, dans un contexte socio-économique plutôt morose. Reportage de René Latta, Stéphane Roussini. Une assemblée plénière bien préparée, dont le dossier principal était un point sur la santé financière. Les chiffres sont là, ils sont bons, même si la prudence reste de mise. La situation financière que nous avons observée depuis 3 exercices, elle est bonne. Ceci justifie notre demande, non seulement d'être département d'outre-mer, on l'est, mais aussi d'être région, puisque la compétence régionale, elle est reconnue par la loi.
mais sauf qu'elle n'est pas effective, puisqu'elle n'est pas dotée. Voilà. Tout ça nous permet de construire sereinement le budget 2019 et d'envisager même encore une fois un excédent sur le fonctionnement purement de l'exercice 2019 qui nous permet, nous, d'orienter vers l'investissement la totalité des 58 millions d'excédents de fonctionnement 2018 et les 39 millions que nous projetons de l'année 2019 en investissement. Donc nous allons passer d'un budget de 85 millions d'euros d'investissement en 2018 à un budget d'investissement de 2019 à 155 millions, de quoi dynamiser l'activité économique du territoire parce qu'on va pouvoir lancer de vraies opérations d'envergure sur le territoire. Les économies se font donc sur les dépenses, les recettes restent stables. L'argent dégagé doit porter 6 grandes ambitions. La mise à niveau de l'administration, des efforts sur la santé, l'enfant et les personnes âgées, l'activité économique, l'aménagement équilibré du territoire, la promotion de l'identité de Mayotte, promotion de la culture, de la langue et du tourisme, du sport. Enfin, un cadre stratégique de coopération décentralisée et d'actions internationales. De vastes chantiers dont la gestion, c'est une première, se fera par la dématérialisation des circuits de subvention. Non seulement nous avons un guichet unique, donc il n'y aura plus plusieurs directions sans coordination à octroyer des subventions aux mêmes associations, mais c'est un guichet unique, un passage obligé, et qui plus est, nous passons dans la phase de dématérialisation, c'est un mot barbare, n'est-ce pas, et qui fait qu'on pourra suivre en temps et en heure, non seulement les conditions d'octroi des subventions, une fois que ces subventions ont été octroyées, suivre l'état d'avancement des projets. En fin de matinée, l'Assemblée plénière s'est divisée en plusieurs commissions permanentes, comme d'habitude. Dans l'actualité également, la signature à la mi-journée de la convention de gestion du RSA, revenu de solidarité active entre l'État et la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. C'est l'une des nouveautés de 2019. La gestion du RSA n'incombe plus au département, mais à l'État par le relais de la CSSM à Mayotte. Une signature qui s'est faite à l'occasion de la venue dans le département de Vincent Mazoric, directeur général de la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, qui est d'ailleurs notre invité ce soir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Alors, on est d'accord, hein, la signature de cette convention ne signifie en aucun cas que désormais les bénéficiaires du RSA seront logés à la même enseigne que leurs homologues métropolitains. C'est exact. Et à quoi elle sert justement cette convention, à part établir le cadre de passer du département à la CSSM? Mais c'est déjà beaucoup. Pour quelle raison? Parce que le département de Mayotte, comme la Guyane, peinait considérablement à soutenir l'effort nécessaire du RSA. C'est pour ça que le président de la République a décidé pour ces deux territoires que l'État reprenne à sa charge, contrairement au reste du pays, le RSA. Et chacun pourra mieux travailler. La CSSM, qui est très efficace, va continuer de l'être et va augmenter son effort en matière de bonne orientation des bénéficiaires du RSA. Le département va pouvoir consacrer plus d'énergie et de ressources à l'insertion. Donc, on rappelle, hein, une personne seule avec le RSA à Mayotte touche un peu plus de 275 € par mois. C'est le double en métropole, mais jusqu'à quand? Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous répondre? Jusqu'à 2025, tel que les choses sont prévues. Donc la décision est purement politique, elle ne dépend pas de vous, au même titre que les prestations familiales. Alors, il est exact que la Caisse nationale des allocations familiales, et puis dans ce département, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, applique la législation et les directives du gouvernement. Alors vous êtes là depuis hier et vous partez demain, une visite très courte donc. Quels étaient ou quels sont les objectifs principaux de cette venue dans le département? C'est des objectifs simples, rencontrer, échanger avec les personnels de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, apprécier leur motivation et leur engagement qui sont absolument remarquables, voir aussi comment fonctionne une caisse qui est tout à fait unique dans le pays, où on va trouver nulle part ailleurs, c'est le cas, toutes les branches de la sécurité sociale. Et c'est efficace. Et puis bien entendu, et modestement, sentir, comprendre la situation, la population et ses besoins qui sont grands.
Alors tout à l'heure, vous rencontrez justement les parlementaires. Il sera question de quoi lors de cette rencontre? D'abord, je serai à leur écoute, comme il se doit. J'aimerais leur parler des besoins sociaux de Mayotte, et en particulier en équipement destiné à la petite enfance, les crèches, mais aussi, il n'y en a pas à Mayotte qui travaillent, les assistants maternels, mais aussi le périscolaire, que font les enfants après l'école, mais encore les centres sociaux. Il n'y en a qu'un seul sur le territoire de Mayotte, et ça n'est pas assez. Est-ce que ça veut dire qu'après votre départ, il y aura plus de personnel dans tout ce que vous venez de citer? Si ma visite permettait cela, elle serait miraculeuse, et ce n'est pas le cas. Ici comme ailleurs, ce sont tous les partenaires qui se mobilisent. La branche famille, la sécurité sociale apportent de l'argent. Avec les autres, avec aussi leur propre engagement et leur propre volonté. Ce n'est pas moi qui décide, c'est un maire, c'est une association qui porte un projet. Et c'est cela qu'il faut rassembler plus fortement encore que par le passé pour répondre aux besoins du territoire. Alors aujourd'hui, vous avez aussi participé au comité de pilotage du schéma départemental des services aux familles. Concrètement, à quoi sert ce comité? C'est exactement de cela qu'il était question. Il rassemble les partenaires. Dans tout le pays, mais c'est très sensible et plus net encore ici. Si on ne se réunit pas, et si surtout on ne travaille pas ensemble sur la longue période, sur plusieurs années, on ne repère pas les besoins de la population et des territoires. On n'aide pas les décideurs à décider et les porteurs de projets à les faire naître et à les soutenir. Nous avons aussi, ça se voit dans ce territoire, un besoin de renforcement de l'expertise, de l'ingénierie, on l'appelle comme on veut. C'est à ça que sert un schéma départemental de services aux familles. Et comme cette année marque la fin d'une période et la préparation d'un nouveau schéma départemental, j'ai beaucoup souhaité, avec les acteurs que j'ai rencontrés aujourd'hui, que le prochain soit encore plus concret et encore plus fort et plus dense. Alors ça veut dire, dernière question, que cette première visite à Mayotte en appelle d'autres? Et oui, et je reviendrai d'ici la fin de l'année. J'aimerais bien, et c'est à ça que les acteurs réfléchissaient aujourd'hui, pouvoir assister à la signature d'un nouveau schéma directeur. Et ça n'est pas qu'un schéma, c'est aussi un grand défi pour Mayotte et pour ses habitants. Merci beaucoup Vincent Mazoric d'être venu sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général de la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales. Merci beaucoup. Madame. Un mot maintenant sur la grève des agents DCFR, une grève qui a pris fin aujourd'hui après 2 jours de mobilisation. En fin de journée, le protocole de fin de conflit a été signé entre les deux parties. Les salariés toucheront désormais 10% d'intéressement sur les bénéfices annuels. Bref, la quasi-totalité de leurs revendications a été satisfaite. On écoute Hormi Bourane, délégué CFDT de l'entreprise, au micro d'Aurélien Février et Phare aussi. Ce soir, on est très content de ce que nous avons obtenu. Effectivement, nous avions 10 points sur cette plateforme de revendication. Il y en a quand même 9 qui ont eu des réponses très positives. C'est quand même une grande victoire. Cette grève a mobilisé 88% des salariés. Elle a été, j'ai envie de dire, efficace. Parce que pas longue, l'objectif ce n'était pas de faire une grève longue et vu tout ce que nous avons pu obtenir, c'est quand même très satisfaisant ce soir. Il y a quand même des points qui vont être déroulés sur lesquels on est vigilant et qu'on va être attentif à ce que ce qui est marqué dans le protocole ce soir soit conforme à ce qui va se passer dans l'action. Et direction maintenant le collège Bouénimtiti à l'abattoir où les professeurs se sont réunis en fin de journée pour montrer leur mécontentement. En effet, le principal adjoint de l'établissement, Amdi Youssouf, va être affecté à Chiconi. Une décision incomprise sur place puisque selon les enseignants, il manque déjà du personnel dans leur collège. Écoutons à ce propos Aline Multon, professeure de lettres modernes au micro d'Abdou Café Mohamed. Nous sommes vraiment consternés parce que c'est un établissement de 1765 élèves et nous souhaiterions quand même avoir un personnel
régulier, stable sur l'établissement. Et là, si ce départ s'effectue, eh bien, évidemment, quelqu'un d'autre, nous espérons, va arriver, mais ça fait encore un changement. En plus, c'est pour le mettre ailleurs, ce qui veut dire qu'il manque de personnel. Le chef du cabinet nous a assuré qu'ils auraient quelqu'un à nommer au collège, mais pourquoi ils ne nomment pas directement ce personnel dans le collège où il manque quelqu'un? C'est la question, donc nous sommes très inquiets et nous attendons une réponse pour demain matin à 7h. Donc à 7h, tout le monde se réunit et nous attendrons donc la réponse avec beaucoup d'intérêt parce que nous sommes inquiets pour le fonctionnement du collège et tout ça, c'est dans l'intérêt de nos élèves qui sont déjà en grande difficulté. Parlons maintenant d'un problème planétaire, le blanchissement des coraux. Blanchissement qui passe par le réchauffement des mers. À La Réunion, par exemple, les scientifiques de la réserve marine lancent une alerte à cause notamment de ce qui se passe sur la côte ouest de l'île. Reportage de Jean-Marc Seguin. Coup de chaud sur les coraux, c'est à Saint-Leu que la situation est la plus préoccupante, dans le petit lagon de la plage du centre notamment, où le corail est entièrement blanc. Effet direct de la chaleur, la température de l'eau dépasse le seuil toléré par l'animal vivant, c'est-à-dire 29-30 degrés. Un phénomène qui surprend et inquiète ces deux touristes par exemple, car on a l'impression que le corail est mort. On se demande dans quelques temps comment ça aura évolué. Il faut espérer que ça n'empire pas. On voit l'évolution en l'espace de quelques années déjà, donc le corail est beaucoup moins beau, beaucoup moins vivant. Pour les scientifiques de la réserve marine, il ne faut pas forcément s'affoler. Le phénomène est connu, le corail se protège de la chaleur, de l'agression subie. Quand la température de l'eau est trop importante, les petites algues symbiotiques qu'il y a dans les tissus des coraux sont expulsées par les polypes. Et comme ces algues représentent quand même 80% de l'énergie apportée aux polypes, donc aux coraux, les coraux, les colonies coralliennes sont largement affaiblies. C'est inquiétant, mais par expérience, on a quand même une très bonne résilience de ces colonies de coraux branchus que l'on voit à Saint-Leu, qui ont blanchi dans le passé et qui ont quand même bien récupéré. Le problème, c'est que si se surajoutent par-dessus des problèmes de pollution terrigène ou urbaine, on peut avoir des mortalités importantes. L'alerte est donc donnée, d'autant qu'après les fortes coulées de boue l'année dernière dans le lagon, face à la gendarmerie de Saint-Leu, le corail est aujourd'hui considéré comme mort. Les agents de la réserve vont bientôt effectuer des relevés complémentaires pour évaluer la surface exacte des zones touchées entre l'étang salé et l'Ermitage. 21 février 99, 21 février 2019. Voilà 20 ans tout pile aujourd'hui que la journée internationale de la langue maternelle a été instaurée par l'UNESCO. Cette journée est l'opportunité pour tous de faire partager le caractère unique de nos cultures dont nos langues sont le vecteur. À Mayotte, c'est l'association Chimé qui s'active pour faire de cette journée une réussite. Un reportage à Bambo Ouest de Zora Abdou-Café et Daniel Abdou. Pour apprendre une langue, quoi de mieux que de la chanter? En plus du chant et de la danse, l'apprentissage continue avec les ateliers jeux et lecture. Toutes ces activités ont pour objectif de donner l'appétence aux plus jeunes à connaître et à parler les deux langues maternelles qui sont le shimaoré et le kibushi. On est venu visiter les ateliers pour écrire ce qu'on voit. Et après, on va sortir un journal. Depuis plusieurs années, le vice-rectorat et l'association Chimé œuvrent pour que les deux langues maternelles soient enseignées dans les salles de classe. Le vice-recteur a demandé, et ça depuis les années précédentes, que les professeurs soient formés pour étudier leur langue, c'est une des priorités, et aussi qu'ils sachent enseigner en contexte plurilingue. C'est une formation qui se fait déjà dans l'académie et qui se continuera. Ce qui encore a du mal, c'est réellement l'installation de pratiques professionnelles d'enseignement des langues mahoraises dans les institutions éducatives, puisque pour ce faire, il faut les outils, et les outils sont en cours de conception et il faut du temps pour cela. Pour le maire de Bouigny, une langue ne doit pas prendre l'ascendant sur l'autre.
Avec l'influence du Shimaoré dans tous les médias, dans toutes les instances, dans tous les lieux, où les gens se rencontrent, fait qu'à un moment donné, le Shibushi devient minoritaire, de plus en plus minoritaire. Donc on a dit il faut qu'on valorise nos deux langues de la commune, ici à Bambo. Maîtriser les 2 langues maternelles, une initiative louable certes, mais pour l'association Chimé, tout cela ne pourra se faire sans les outils pédagogiques adéquats et une volonté politique. À noter qu'à l'université de Mayotte, il y a une filière dans laquelle la langue mahoraise y est enseignée. Ainsi s'achève cette édition qu'on a ouverte avec la conférence de presse donnée aujourd'hui par le procureur Camille Miansoni sur l'affaire de trafic de papier en bande organisée au départ de l'aéroport de Pamandi. Actuellement, 7 personnes ont été mises en examen, dont 3 écrouées. L'enquête débutée en décembre dernier est loin d'être terminée. Il s'agit en effet d'un vaste coup de filet. Je vous laisse en compagnie de Miss Baoudine Bakar pour le journal en Morée et un petit clin d'œil ce soir à notre collègue Aurélien Février qui fête ses 18 ans. Excellente soirée à tous et à demain.